David, David, mets le son, vas-y. Il m'entraîne au bout de la nuit. Qui ça? Les démons de minuit. Il m'entraîne jusqu'à l'insomnie. Qui ça? Qui ça? Les fantômes de la nuit. Oh purée, salut! Je pensais qu'il était 13h, il est 14h, vous êtes là. Ah, quel dommage. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais David, entre autres d'être un développeur et un évangéliste chez Elastic depuis 2013, il est aussi DJ dans la vie. Voilà, petit fun fact que vous pourrez partager entre amis en week-end. Mais surtout, on est là pour parler de moteurs de recherche, de LLM. En effet, est-ce que les moteurs de recherche sont morts avec l'apparition de LLM ? Non, on va voir que non. En tout cas, je vous laisse applaudir bien fort David Pilato. Impressionnant, hein. Waouh. Estelle, viens, on a un truc à faire. Il faut que vous fassiez votre plus beau sourire. Ok, on va se retourner et on va faire ça. Ouais, super, merci pour avoir éclairé la salle. Ouais, super, merci. Alors, on va parler effectivement de la météorite GPT et puis des dinosaures, moteurs de recherche. Je vais aller ici. Donc la première chose qu'on va couvrir, c'est la partie dinosaures, donc les moteurs de recherche en effet. Il y en a plusieurs. Disponibles. Et notamment, on va se concentrer sur Elasticsearch, qui est basé sur la bibliothèque Apache Lucene. Et c'est dans Apache Lucene que les équipes Elastic ont notamment contribué tout ce dont je vais vous parler, la recherche vectorielle, la recherche sémantique, etc. Historiquement, quand on fait de la recherche avec Elasticsearch, on fait un peu de la recherche par mots-clés. Je vais prendre en exemple une phrase. Vous connaissez cette phrase ? Ce ne sont pas ces droïdes-là que vous cherchez. Quand on indexe ce texte et quand on cherche pour ce texte, il y a une phase d'analyse de texte qui est provoquée par Elasticsearch et Lucene derrière. Et on va passer par certains modificateurs, donc du filtrage de caractères, de la tokenisation, des filtres sur les tokens. Et en réalité, la chaîne qu'on a en entrée, petit à petit, on va la processer. Donc ici, avec le HTML strip, on va enlever par exemple les balises HTML. Ensuite, avec le tokenizer standard, on va découper en espaces en gros et enlever les symboles de ponctuation pour fabriquer des tokens. Et pour chacun des tokens, on va les passer dans les filtres. Donc le premier, ça va mettre en minuscule. Le second va enlever les mots courants d'une langue, par exemple stop word, ça s'appelle ici. Et on va se retrouver avec droids you looking. Et enfin, on va faire du snowball où on va prendre les versions singulières, les infinitifs des verbes, etc. Ce qui veut dire que la phrase qu'on a indexée au début, qui est « ce ne sont pas ces droïdes-là que vous cherchez », devient « droid you look ». Ce sont ces droïdes que je cherche. On a complètement perdu la sémantique ici. Au moment où je vais rechercher avec mon moteur de recherche, si je tape une phrase « droid you look », du coup, ça va tout à fait matcher puisqu'on a exactement les bons termes. Un autre souci qu'on peut avoir avec la recherche à l'ancienne, c'est quand je cherche le mot « machine », j'ai indexé droid, ça ne marche pas. Alors on peut s'en sortir dans Elasticsearch et dans Lucene parce qu'on a des notions de synonymes, donc on peut implémenter un dictionnaire de synonymes si on veut. Mais ce n'est pas suffisant pour faire de la recherche sémantique. Et la recherche sémantique, ce n'est pas du tout la même chose que la recherche mot à mot et la recherche littérale. Donc c'est ce que je vais essayer de vous présenter aujourd'hui. Donc Estelle l'a déjà dit, bonjour, je m'appelle David. Je suis très content de revenir à DevFest Nantes, ça faisait longtemps, 2016, 2018 et aujourd'hui. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, j'ai pas changé. Voilà, bon, presque. Alors Elasticsearch, vous savez, c'est fait pour faire de la recherche, mais peut-être que vous ne savez pas, c'est fait aussi pour faire de la recherche vectorielle. Qu'est-ce qu'un vecteur? Qui connaît ce film? Ouais, des personnes qui ont à peu près le même âge que moi ou qui aiment la culture un peu bizarre. Bon, ok. C'est Airplane ou Y a-t-il un pilote dans l'avion? Ouais, vraiment un film que j'adore. Alors, parlons vecteur. Qu'est-ce qu'un vecteur? Un vecteur va permettre de représenter une notion de votre donnée, si vous voulez. Par exemple, ici, j'ai mis Dark Vador à droite.
et Leia à gauche sur un axe, est-ce que c'est réaliste ou est-ce que c'est cartoon? Donc Leia est à gauche, moins 1 en valeur, et Dark Vador c'est un cartoon, il est à droite, donc c'est plus 1 en valeur. Évidemment, on veut représenter plusieurs dimensions, donc par exemple, on va avoir un autre axe, qui va être, est-ce que c'est plutôt un humain ou une machine? Donc Leia complètement humain, plus 1 sur l'axe des Y, Dark Vador coupé en 2, 0, ok, moitié humain, moitié machine. L'idée, ça va être de rajouter de la donnée sur notre espace d'embedding, sur notre représentation vectorielle. Ici, on va dire par exemple, tiens, je vais rajouter Luke Skywalker, il est moins 1 et 0,8. Oui, il lui manque un petit bout de la main, donc c'est normal. Mais proche de Leia quand même. Je vais rajouter Obi-Wan Kenobi, qui est sous forme de cartoon, donc plus 1, voilà ses coordonnées. Puis je vais rajouter une machine qui est de façon très réaliste, donc moins 1, moins 1. L'objectif de tout ça, c'est de dire, si je vous présente cette image, d'après vous, quelle est l'image la plus proche, quelle est la notion la plus proche que j'ai dans mon dataset? Allez-y, je vous pose la question. D'après vous, quelle est l'image la plus proche de Han Solo? Leia, ouais. Effectivement, ça devrait être Leia qui devrait sortir en premier. Alors là, vous avez fait un exercice mental, hein. Vous avez positionné sur mon espace d'embedding, vous avez mis Han Solo pas loin de Leia et vous avez fait un petit exercice qu'on va couvrir tout à l'heure. Le second, ça devrait être Luke, qui est a priori le plus proche. Le troisième, je ne suis pas sûr, ça peut être Obi-Wan, ça peut être la machine, on ne sait pas trop exactement. J'ai choisi Obi-Wan comme ça par principe parce qu'il est humain, mais bon, ça aurait pu être la machine aussi. En tout cas, ce dont je suis sûr, c'est que c'est Dark Vador qui est à l'opposé de ce que je cherche. Et là, on le fait sur 2 dimensions, mais imaginez ça à l'échelle de n dimensions, des milliers de dimensions pour nos vecteurs. Et c'est ce que va proposer Elasticsearch dans sa recherche vectorielle notamment. Donc comment on indexe des vecteurs dans Elasticsearch? L'idée, c'est de dire, je prends en entrée de l'information que j'ai, ça peut être des images, ça peut être du son, tout à l'heure je vais vous faire une démo avec du son, ça peut être des documents du texte, et je vais transformer ce contenu en représentation vectorielle, ce qu'on va appeler des vecteurs denses. Pour faire cette transformation, je vais utiliser un modèle de machine learning, je vais revenir un petit peu là-dessus après, et l'idée, c'est que je prends en entrée une information, je transforme en représentation vectorielle. Dans Elasticsearch, on va modifier notre mapping. En plus du mapping avec les types texte, que vous connaissez probablement pour ceux qui font de l'Elasticsearch, on va rajouter un autre type qui s'appelle dense vector, qui porte bien son nom. C'est là où on va indexer nos vecteurs denses, dans le champ desk embedding. Donc j'ai 2 champs ici, un champ description et un champ desk embedding. Quand j'indexe un document dans Elasticsearch, j'envoie vers un index avec l'API _doc. Ici, là, typiquement, classiquement, ce que je fais, c'est que j'envoie mon document JSON et on voit que j'ai rempli le champ description. Il n'y a pas d'embeddings à ce moment-là. Donc si je veux générer des embeddings, il va falloir que j'applique mon modèle de machine learning dont j'ai parlé tout à l'heure. Ça peut se faire de plein de façons différentes. Vous pouvez utiliser un script en Python. Au lieu d'envoyer Elasticsearch, vous envoyez vers votre script en Python. Vous utilisez LangChain, pourquoi pas. En Java, on a LangChain 4j aussi qui fonctionne bien. Vous allez générer vos embeddings avec votre module de machine learning que vous préférez. Et puis une fois que vous avez fait ça, vous allez poster le document enfin enrichi. Ce qu'on voit en jaune ici, j'ai mis desk embedding. On voit des valeurs numériques qui correspondent en fait aux coordonnées de mon vecteur. Vous pouvez le faire aussi pour une image, pourquoi pas, vous voulez caractériser l'image et représenter l'image, un petit peu comme je l'ai fait tout à l'heure avec les personnages de Star Wars, pourquoi pas, vous pouvez le faire de cette façon. Avec la version commerciale d'Elastic, on peut faire aussi l'inférence pour vous. Donc vous envoyez le document avec le texte à l'intérieur, on charge le modèle de machine learning dans nos nœuds de machine learning, et puis on va faire l'inférence pour vous à la volée, donc vous n'avez plus un script Python à gérer. L'inconvénient, c'est qu'on ne sait pas le faire sur les images, sur l'audio. On sait le faire que sur du texte pour l'instant. Donc, pour uploader un modèle de machine learning, voilà, on choisit notre modèle que l'on souhaite sur Hugging Face, pourquoi pas. On le charge dans le cluster Elasticsearch et puis après, on l'utilise. On supporte tout un tas de modèles NLP différents. Text embedding, par exemple, c'est ce qui va nous permettre de représenter un petit peu notre texte de façon sémantique. Il y a toute une liste qui est fournie, mais je passe là-dessus. On a indexé nos documents, nos embeddings. Comment on cherche maintenant des vecteurs? Donc pour chercher des vecteurs, c'est un peu le même système. Je prends ma requête,
je passe par le même modèle de machine learning que j'ai utilisé lorsque j'ai indexé. On utilise le même modèle pour avoir des choses cohérentes. Ça nous redonne une représentation vectorielle de ce que je cherche. Et ensuite, je vais utiliser ce vecteur pour exécuter une requête de type KNN. Donc la requête KNN, vous voyez là j'ai mis un texte qui s'appelle SummerClothes, je cherche SummerClothes, je passe par le même petit script que j'avais fait tout à l'heure pour indexer, je génère un vecteur et je passe ça dans une requête KNN sur le champ deskEmbedding, qui est de type denseVector, ce qu'on avait vu tout à l'heure, et je lui passe le vecteur, la représentation vectorielle de SummerClothes ici. Alors comme on est dans Elasticsearch, on sait faire déjà de la recherche, non seulement de la recherche vectorielle, mais de la recherche classique, du filtrage. Donc on a accès à tous les outils qu'on connaît déjà, donc le filtrage, par exemple ici par département, pourquoi pas, la pagination, le calcul d'agrégation sur le résultat, etc. Donc tout ça est disponible de base. Tout à l'heure, je vous ai montré dans la version commerciale l'indexation avec de l'inférence automatique. Bon, il y a le pendant dans la version pour la partie recherche, où au lieu de faire vous-même le calcul du vecteur, bah, vous demandez à Elasticsearch de vous faire le calcul de l'inférence. Voilà, on fait ça pour vous. Donc on a fait l'indexation, on a fait la recherche. Le but derrière, c'est de trouver quel est le vecteur, quels sont les vecteurs les plus proches du vecteur qu'on a passé en entrée. Ce que vous avez fait mentalement hein, tout à l'heure, vous avez posé un moment le vecteur Yann Solo et vous avez dit « Ah, c'est l'IA la plus proche. » Voilà, c'est ce que vous avez fait. Alors, toute la clé va être dans le choix du modèle. Il va falloir trouver le bon modèle pour votre cas d'utilisation. Une bonne idée, c'est de commencer avec des modèles sur étagère. Il y en a plein sur Hugging Face qui existent, qui sont très bons. Microsoft E5, par exemple, pour gérer le multilangue, c'est très très bien ce truc-là. Pour les images, OpenAI, Eclipse, et voilà, vous avez plein d'autres choses que vous pouvez utiliser. Si ce n'est pas suffisant, vous allez éventuellement pouvoir tuner un petit peu la façon dont calcule Elastic le score, je vais en reparler après. Ou alors, à ce moment-là, vous allez devoir fournir vous-même votre propre modèle et entraîner votre modèle pour le fournir soit à votre script Python, soit à Elasticsearch, pourquoi pas. Et pour ça, ça requiert pas mal d'expertise pour faire ça. Attention dans le choix du modèle. Il n'est peut-être pas appliqué à votre cas d'utilisation en prod. Ce n'est pas parce qu'il marche pour les potes que ça marche pour vous. Imaginez, vous vous êtes entraîné à courir le 100 mètres tous les jours, et à la fin de l'année, vous dites « c'est bon, je suis chaud, je vais faire un marathon ». Okay, ce n'est pas le même cas d'utilisation, donc ça ne marche pas. Alors comment ça fonctionne en vrai, cette recherche? On va essayer de trouver ce que vous avez fait tout à l'heure dans votre tête. Donc on essaye de trouver des vecteurs similaires. Donc on va prendre mes deux documents, Leia et Luc, qui ont été indexés. Je cherche Obi-Wan, donc je l'ai positionné comme ça dans ma tête. Et en fait, ce que vous avez fait mentalement, c'est que vous avez calculé l'angle. Vous avez fait ça. Même mieux, vous avez calculé un cosinus. Vous le savez? Non, vous savez pas. Donc vous avez calculé un cosinus de l'angle. Et pourquoi vous avez calculé un cosinus de l'angle? Parce que ça vous a permis de calculer un score. En fait, c'est ce qu'on fait dans Elastic. On prend le score qu'on calcule pour savoir quelle est la pertinence du document. On fait 1 plus le cosinus et on divise l'ensemble par 2. Alors j'explique pour ceux qui ont séché leur maths ou qui ont oublié, comme moi. Quand on a des vecteurs similaires, l'angle est proche de 0, le cosinus est proche de 1. 1 plus 1 divisé par 2, c'est à peu près égal à 1. Quand j'ai des vecteurs orthogonaux, le cosinus va être proche de 0. 0 plus 1 divisé par 2 égale 0,5. Et puis enfin, quand j'ai des vecteurs opposés, le cosinus est proche de moins 1. 1 moins 1 divisé par 2 égale 0. Donc j'ai un score qui se balade entre 0 et 1. 1, on a des vecteurs confondus. 0, on a des vecteurs opposés. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est aussi simple que ça. Là, c'est 2 dimensions. Imaginez qu'il y a beaucoup plus de dimensions, évidemment, derrière ce calcul. Il y a d'autres formules de calcul. Ça, c'est l'implémentation par défaut dans Elastic. Si vous dites rien, c'est ce qu'on va utiliser comme façon de calculer. Vous pouvez faire du dot product ou max inner product, parce que tout à l'heure, je vous ai dit qu'on parlait des angles. On ne tenait pas compte des longueurs des vecteurs. Peut-être que la longueur du vecteur a de l'importance. Donc en faisant du dot product, on va prendre en compte cette longueur de vecteur, par exemple. Une autre solution, c'est aussi tenir compte des coordonnées exactes, donc ça s'appelle L de norme. Ça peut être plus coûteux en exécution, mais par contre peut-être plus précis, donc on va vraiment prendre voilà, les coordonnées de nos vecteurs.
pour calculer un score. Alors quand on a commencé, on faisait du brute force. On prenait tous les vecteurs un à un, on calculait à chaque fois tous les cosinus un à un. C'était long, très long, très très long. Et puis, il y a un papier qui est sorti et qu'on a implémenté dans l'UCEN, du coup, qui s'appelle HNSW, qui est une approche par couche, alors qui est un petit peu moins précise au début. On peut éventuellement oublier quelques vecteurs en route, mais l'idée, c'est d'aller le plus rapidement vers les vecteurs les plus proches sur lesquels on doit vraiment faire ce calcul de cosinus et oublier ceux qui sont inutiles. Donc c'est une bonne balance entre la rapidité et la pertinence finalement. Donc, bon, nous, on a trouvé ça très précis. Enfin, très bon. Quelques inconvénients de la recherche vectorielle. Ça nécessite énormément de mémoire. Alors pour ceux qui connaissent Elasticsearch tourne dans une JVM. Heureusement, on est off-heap pour toute la partie recherche vectorielle. Donc on va utiliser tout ce que vous donnez à la machine. Si vous avez des machines à 256 Go, c'est très bien. On va utiliser ce qui est disponible, même si vous mettez que 8 Go de JVM pour Elasticsearch, ça ira très bien. L'indexation est plus lente parce que à travers le réseau, vous allez envoyer un tableau de nombres à virgule flottante. Là. Et du coup, le document JSON que vous envoyez est beaucoup plus gros. Il faut fabriquer cet arbre HNSW en mémoire. Donc tout ça, ça prend du temps. Donc l'indexation est un peu plus lente. Aussi, ce qu'on appelle les segments dans l'UCEN, qui sont des micro-index. De temps en temps, on les fusionne entre eux. Et cette opération, du coup, devient aussi plus coûteuse. Donc il y a plus d'IO disk, il y a beaucoup plus d'efforts. Et même si on a fait énormément de progrès en la matière, et on a amélioré le merge, et on fait ça de façon plus efficace maintenant. Alors des petites bonnes pratiques. Évitez de faire de la recherche pendant que vous indexez. Vous allez me dire, c'est dommage pour un moteur de recherche. Oui, du coup, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser ce qu'on appelle les alias dans Elasticsearch. Les alias pointent vers des index, et puis on cherche via l'alias. Et du coup, ce que vous faites, c'est que sur un autre nœud, vous faites votre opération d'indexation d'un nouvel index, d'une nouvelle version de votre index. Et quand vous avez fini, vous faites juste un switch de l'alias. Et comme ça, les utilisateurs n'ont rien vu, et c'est resté quand même performant. Vous n'avez pas dégradé les performances de la recherche. Il faut exclure les vecteurs du champ _source, qui est notre champ JSON qu'on restitue à l'utilisateur. En effet, le vecteur qu'on a passé pour l'indexation ne sert à rien d'un point de vue utilisateur. Donc s'éviter de le relire depuis le disque, s'éviter de le repasser à travers le réseau, c'est bien plus sympa, et vous le verrez dans ma démo, c'est ce que je vais faire. Enfin, les deux derniers points. L'idée, c'est de réduire la mémoire nécessaire pour gérer les vecteurs. Donc il y a deux opérations que vous pouvez faire. La première, c'est ce qu'on appelle la quantisation. Par défaut, les valeurs que vous envoyez, ce sont des nombres à virgule flottante, donc c'est des floats, c'est sur 4 octets. En fait, en quantisation, vous pouvez les réduire en valeurs entières et les passer du coup sur 1 octet. Donc vous avez déjà un gain x4 là-dessus. C'est ce qu'on fait dans la dernière version d'Elasticsearch automatiquement pour vous si vous dites rien. On divise par 4 automatiquement. Vous pouvez revenir au mode ancien, mais on divise par 4. Donc on perd un tout petit peu en précision, mais après tout, comme c'est des vecteurs et des angles, ça ne devrait pas changer grand-chose. On va même plus loin, c'est pas encore réalisé, mais dans une prochaine version, on va faire ça sous forme de bits carrément. Donc on va encore diviser par 8 la taille utilisable. Et donc là, c'est pareil, c'est une question d'encre. Normalement, ça garde à peu près la même qualité. Évidemment, c'est à tester. Il faut absolument que vous fassiez vos tests. L'autre possibilité, c'est si vous connaissez bien votre modèle que vous utilisez, ce qui est en sortie de votre modèle, il y a peut-être des axes du vecteur qui servent à rien, et peut-être que vous pouvez les supprimer. Là, on n'a rien d'automatique côté Elasticsearch, c'est à vous de le faire. Bon, j'ai assez rarement vu ça. Comme dans tout, il faut tester. Alors, ne vous fiez pas aux tests que les fournisseurs de solutions logicielles fournissent, y compris les nôtres. Testez avec vos cas d'utilisation. Il y a plein d'outils, il y a même des repos GitHub qui testent les différentes solutions, donc vous pouvez regarder ça si vous voulez. Pourquoi pas, mais tester. Alors Estelle en a parlé tout à l'heure, elle a un peu spoilé. J'adore mixer. J'adore mixer, c'est mon podcast, si vous voulez écouter mon podcast. Je fais un set bientôt avec Julien Brio à Toulouse, au DevFest Toulouse d'ailleurs, je suis très content de faire ça. Et voilà, je vous laisse le QR code, ceux qui veulent.
Ça vous donne pas envie de danser? Ouais, j'aime bien. Alors, pourquoi ça? J'adore la musique. Et donc, on a fait une petite démo à propos de la musique. Donc, l'idée, c'est que vous avez des fichiers audio. Donc, j'ai des fichiers audio sur mon disque dur. Je vais les transformer. Je vais passer par un modèle de machine learning, et je vous expliquerai ce qu'il fait après. Je vais les indexer dans Elasticsearch dans des vecteurs denses. Et puis ensuite, je vais faire un truc comme ça, sauf que j'ai déjà enregistré le son. Je vais, donc pareil, récupérer l'audio, et puis passer par le même modèle de machine learning pour faire ma recherche KNN, et puis afficher les résultats. C'est exactement le but de cette démo. Donc voyons ça en action. Donc j'ai du script, c'est dans un notebook Python. Alors, ce que je veux vous montrer, oui, j'ai installé quelques librairies. Ici, notamment, j'ai installé celle-là, et c'est celle-là qui contient le modèle de machine learning que je vais utiliser. C'est là où il y a toute l'intelligence. Elle n'est pas dans Elasticsearch, l'intelligence, elle est dans ce modèle. Okay. Donc, que je charge, il est ici. Je vais me connecter à Elastic. Alors, je tourne dans le cloud, ici, j'ai quelle version? Je l'ai mis à jour hier, je crois, oui, 8.15.3. On a réalisé la version 8.15.3 hier. Et je vais créer un nouvel index. Donc je le fais ici. Donc j'efface l'index existant s'il existait, et puis j'en crée un nouveau. Donc vous allez reconnaître quelque chose que je vous ai décrit tout à l'heure. J'ai une propriété audio embedding ici, qui est de type denseVector. Donc c'est là-dedans que je vais stocker la représentation de ma musique par le modèle de machine learning. Puis j'ai des champs classiques, des champs texte, des champs date, des champs keyword, qu'importe. Et là, ce que je vous ai dit, bonne pratique. J'exclus ce vecteur, parce qu'il va me servir à rien à la restitution à l'utilisateur, de mon document source. Donc j'évite de le stocker, il me sert que pour la phase d'indexation. Donc j'ai effacé mon index et j'ai recréé mon index. J'ai un petit script qui me liste des fichiers audio sur le disque, ça n'a aucun intérêt en soi. Celui-là, par contre, a plus d'intérêt. J'ai cette méthode qui s'appelle getEmbedding, et sur un fichier audio, je vais charger ce fichier audio, et je vais appeler mon modèle de machine learning, et je vais faire ici l'inférence. Donc c'est en sortie de cet appel que je vais avoir mon tableau de valeurs flottantes qui représente mon son. Okay. Et je renvoie ça. Ensuite, j'ai une opération toute simple d'indexation, c'est j'appelle la méthode index du client Python, où je vais lui passer le document JSON, et le document JSON, c'est ça. Et dans le champ audio embedding, j'ai mis ce tableau de vecteurs, tout simplement. Ensuite, je fais une recherche. J'ai une méthode recherche qui s'appelle query audio vector, où je lui passe un vecteur et il fait ma recherche KNN sur le champ audio embedding, ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. J'ai mis un boost par 100 parce que comme ça me permet d'afficher une sorte de pourcentage de valeur. Comme j'ai une valeur qui est entre 0 et 1, je me dis, bon, allez, si je suis à 100, si je multiplie par 100, c'est bon, j'aurai la bonne valeur. Donc c'est une requête classique dans Elasticsearch, je fais juste de la recherche. Normal. Donc on y va. Voici mes fichiers audio à indexer. Donc j'en ai pas beaucoup. Hein. Ce n'est pas une question de performance là, sur ma démo. J'exécute. Donc pour chacun des fichiers audio, je calcule les embeddings, donc mon vecteur, et puis je stocke ces embeddings pour chaque fichier audio dans Elasticsearch. Et ce que vous voyez, c'est ça. C'est donc mon fichier audio ici, et vous voyez un tableau avec des valeurs. Ça, c'est la représentation vectorielle du son par ce modèle. Donc j'ai fait ça pour tous mes documents. Et du coup, je peux commencer à y trouver une chanson qui correspond à ce que je cherche. Donc j'ai fait un petit son. Oui, c'est pas très juste, hein, ce que je chante, c'est vrai, ok. Mais c'est pas grave. Donc je vais faire génération des embeddings, je vous ai dit, hein, on passe par le même modèle par lequel on est passé à l'indexation et on le refait à la recherche. Donc j'exécute. Ça me génère mes embeddings. Et là, j'applique ma requête, ma recherche KNN, avec cette méthode-là, celle que je vous ai montrée tout à l'heure. Ça va me donner, je vais prendre les 5 premiers hits, ça me donne 5 hits. Alors, le premier, le plus proche, est moi-même, mais je ne suis pas égal à moi-même.
Je ne suis pas à 100%. Alors, je pense que pourquoi on n'est pas à 100%, je pense qu'il y a une approximation du fait qu'on est passé, je vous ai dit, on est passé des floats en entier, donc on est passé de 4 octets à 1 octet. Oui, c'est ça, 4 octets à 1 octet. Et du coup, ça doit expliquer ça. En tout cas, ce qui m'intéresse, c'est pas le premier, mais c'est le deuxième. À partir du deuxième, là, je commence à avoir un son qui devrait être proche, donc 94%. En tout cas, le vecteur ressemble à peu près à 94%. Donc, on va regarder ce que c'est, et on va l'écouter. C'est bluffant, hein, vous avez vu? J'ai refait Shazam. C'est faux. Je vous ai eu. C'est complètement faux. Vous ne faites pas avoir par les démos des éditeurs. Hein. Réfléchissez à ce que vous avez. Je ne vous ai pas parlé du modèle. Qu'est-ce qui fait mon modèle, en fait? Est-ce qu'il reconnaît les notes de musique? Il reconnaît autre chose? Est-ce qu'il reconnaît le tempo? Qu'est-ce qu'il fait? En fait, le modèle, donc c'est un modèle open source, il est sur GitHub. Il fait une classification un peu de ce type-là. Il dit, est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est quelqu'un qui parle? Un homme qui parle? Une femme qui parle? Un bébé qui pleure? Quelqu'un qui chante? Je crois qu'il y a quelqu'un qui est comme moi, une chanson, quelqu'un qui, je sais pas, qui, bon, vous traduisez vous-même. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre après dans mon modèle? Ouais, est-ce que j'ai des animaux, des sons d'animaux? Est-ce que j'ai de la musique? Est-ce que c'est des instruments de musique? Est-ce que c'est de la guitare électrique, la guitare basse, la guitare acoustique? Donc voilà ce que fait mon modèle en fait. Est-ce que j'ai de la percussion? Est-ce que j'ai quoi? Je dois avoir du saxophone, du violon, etc., etc. Donc la classification que j'ai, c'est pas du tout sur les notes de musique. Mais comme là, je suis en mode démo, je vous ai mis 2 trucs qui sont proches et waouh, ça a marché, c'est cool. Mais non, en fait, c'était bidon. Par contre, je vous prends le deuxième qu'on a récupéré. Alors c'est toujours musicalement la même chose. On sent qu'il y a un petit peu de musique derrière, en plus de l'acapella. Donc probablement, ça a éloigné un petit peu mon vecteur par rapport au vecteur précédent parce qu'il y a de l'information en plus, et donc mes coordonnées sont un petit peu différentes de tout à l'heure. Si je fais celui-là... Aucun rapport musicalement, mais on est toujours dans l'acapella, avec un petit peu de batterie derrière, donc voilà, ça a encore peut-être éloigné un peu plus. Et le dernier, là, je vous le passe aussi. Donc c'est super, la première fois je me dis j'ai une voix de chanteur d'opéra, c'est génial et tout. Pas du tout, quand j'ai compris le modèle de machine learning, j'étais un peu déçu. Donc ça n'a pas marché. Allez, on en fait un autre pour voir. Je prends celui-là. Donc même principe, je génère les embeddings du fichier audio, ça me génère un vecteur, je fais une requête avec ce vecteur-là dans Elasticsearch. Encore une fois, il n'y a aucune intelligence dans Elasticsearch. Elasticsearch calcule juste les vecteurs les plus proches. J'exécute ma requête. Le premier est quasiment égal à lui-même, mais c'est le deuxième qui m'intéresse. Donc on est d'accord, musicalement, rien à voir avec le morceau qu'on avait cherché. Par contre, beaucoup de violons, et donc ça doit être pour ça que ceux-là sont les plus proches, en fait. Si je prends le suivant, parce que vous avez compris le principe. Voilà, version jazzy, peut-être du même morceau, mais c'est plutôt du hasard. Donc voilà comment fonctionne cette recherche KNN. Il faut que je fasse quoi? Reprendre ici. Alors, on a vu qu'on était capable de faire de la recherche à l'ancienne, vous vous rappelez, avec mes termes, mes mots-clés que j'avais, et on a vu qu'on faisait de la recherche KNN. Donc aussi, on peut faire de la recherche combinée des deux, à la fois basée sur les termes et à la fois basée sur les vecteurs. Et on peut combiner ça. Donc, dans une requête Elasticsearch, ça s'exprime simplement avec une requête booléenne. J'ai la première qui est de type match sur le champ description. Donc là, je fais de la recherche par mot-clé, par token, donc avec mon texte. Et puis, j'ajoute dessous, en plus, une recherche KNN avec un vecteur que vous voyez en jaune, qui est la représentation vectorielle de Summer Clothes sous forme de vecteur. Et donc, je combine les deux. D'ailleurs, je mets un boost de 0,1
sur la première, sur la close match, et je mets un boost de 2.0, pourquoi pas, sur la recherche KNN. Ouais, parce que ma recherche vectorielle, elle a un score entre 0 et 1, encore une fois. Alors que ma recherche match, peut-être que 0, enfin, si je laisse le boost de 1 par défaut, peut-être que ça va être trop violent et ça va écraser la recherche KNN. Donc il faut ajuster ce score. Il faut trouver la bonne valeur. Il y a une autre façon de faire aussi de la recherche vectorielle, c'est ce qu'on appelle les vecteurs éparses. Donc tout à l'heure, j'ai parlé des vecteurs denses, et une autre possibilité, c'est les vecteurs éparses. Donc ici, je vais vous prendre un exemple. Je vais utiliser Star Wars encore. Je vais fabriquer des tokens, et puis je vais les indexer de façon de type sparse vector. Donc, quand je vais indexer ce type de chaîne de caractères, je vais les faire passer par un modèle de machine learning capable de me fabriquer des vecteurs éparses. Et en gros, ça va me donner, à la recherche par exemple, la possibilité de faire une recherche de type sparse vector, qui est différent de KNN par rapport à tout à l'heure, où la représentation de mon texte en jaune que vous voyez est représentée par des mots, des termes, avec des valeurs à côté. J'aime bien voir ça comme étant des sortes de synonymes boostés. C'est pas que des synonymes purs et durs, oui, il y a des synonymes qui sont plus ou moins proches de la vérité, peut-être. Donc j'aime bien cette approche-là. L'avantage de faire de la recherche par des termes, c'est que Lucene est très très efficace et très rapide à faire de la recherche par des termes, et donc c'est beaucoup plus rapide que de faire de la recherche KNN qu'on a vu tout à l'heure. Donc si vous pouvez faire de la recherche sparse vector, pourquoi pas, vous pouvez faire ça. Chez Elastic, on a développé un modèle de machine learning qu'on expose à nos clients, c'est avec une licence, qui permet de faire ça automatiquement, ça s'appelle ELSER. Et donc, on a vu recherche basée sur les termes, recherche basée sur les vecteurs denses, recherche basée sur les vecteurs éparses. Il faut combiner tout ça, booster les scores. Mais des fois, ce n'est pas possible. Je vais prendre un exemple, juste avec vecteurs denses et la recherche classique par terme, BM25. Vous voyez, pour les vecteurs denses, on a des scores, des documents qui reviennent de notre premier algorithme, on va dire, de scoring, avec des scores qui sont entre 0 et 1, ce qu'on avait prévu. Par contre, côté BM25, on a des scores entre 183 et 1341. Je vous défie de trouver le bon niveau de boost pour arriver à ranger tout ça. Donc il y a une possibilité, c'est ce qui s'appelle le RRF, il y a un papier là-dessus, et une façon de calculer ça, c'est de dire on oublie complètement les scores, et ce qui va nous intéresser, c'est le rang du document dans chacun des algorithmes de scoring qu'on a. Donc on va calculer une formule mathématique, je vais vous l'expliquer, elle est en fait très simple. On prend le rang de chaque document, pour chacun des deux algorithmes, on rajoute une valeur, 60. 60 par défaut, je ne sais pas pourquoi. A priori, ça marche bien avec 60. Vous pouvez le changer. Donc ça calcule un montant pour les deux côtés. Et en fait, on fait une simple addition derrière. Et en faisant cette addition, on va avoir des valeurs à la fin et on va trier par ces valeurs. Donc par exemple, le document A, il sort plutôt très bien dans le premier algorithme de ranking. Il sort en position numéro 2 dans le deuxième, donc il est plutôt haut en fait, et c'est pour ça qu'il sort en premier. Le C, il est en première position dans le deuxième algorithme de ranking, mais en troisième dans le premier algorithme, donc ok, il va sortir en deuxième. Voilà, c'est comme ça qu'on fait ce RRF. Donc l'idée, c'est que vous faites un appel à Elasticsearch avec le premier algorithme de ranking, puis le deuxième algorithme de ranking, et vous faites ce calcul, et puis vous pouvez faire ça facilement. Alors, dans la version commerciale, on a implémenté ça pour vous, mais il faut avoir la version commerciale où on fait ce RRF pour vous directement. Et notre comète ChatGPT est arrivée, ou notre astéroïde ChatGPT est arrivé, et ça a changé un petit peu la donne de nos moteurs de recherche. Ouais, tout le monde s'est mis à paniquer quand ChatGPT est arrivé. On dit « ouais, c'est fini, moteur de recherche, on n'a plus besoin », parce que ChatGPT va répondre à toutes nos questions. En réalité, ce qu'on a constaté, nous, c'est plutôt l'inverse. Un regain d'intérêt pour le moteur de recherche. La barre de recherche que tout le monde avait implémentée dans ces systèmes d'information, on avait dit « ouais, problème solved, c'est bon, c'est réglé ». Sauf que non, on peut faire en fait beaucoup mieux avec cette barre de recherche. Et donc les gens ont recommencé à donner de l'amour un petit peu à leur barre de recherche. Et moi qui adore les moteurs de recherche, ça m'a fait plutôt plaisir. Alors, parlons des LLM. Que font les LLM? Ça, vous devez connaître ça par cœur déjà, vous en avez fait plein. Donc les LLM, vous posez une question, cette question est envoyée à votre LLM favori, qui a été entraîné sur la donnée publique, et ça vous donne une réponse, qui n'est pas nécessairement la bonne. C'est très souvent la bonne, pas nécessairement la bonne. J'ai tendance à dire à mes enfants, voyez ChatGPT et les autres comme un pote,
C'est pas parce qu'il affirme qu'il a raison qu'il a raison. Donc doutez quand même de temps en temps de ce qu'il vous dit. Alors des fois ça se passe bien quand même. Là je lui ai posé la question, c'était un ChatGPT 3.5 donc ancien, mais je lui ai dit quelle est la version courante d'Elasticsearch. Au tout début de ChatGPT il me disait c'est la 7.10. Et maintenant il a un peu changé, il dit non, il est honnête. Il dit non, d'après ce que je savais quand j'ai été indexé en janvier 2022, c'était la 7.10, mais néanmoins ça a peut-être changé, va vérifier chez l'éditeur. Une autre question qui m'intéresse plus, c'est celle-là. Combien d'argent j'ai sur mon compte Revolut? Il dit, je ne sais pas. Bah, pourquoi tu ne sais pas? Parce que je n'ai pas accès à tes données personnelles Revolut. Heureusement, je n'ai pas envie que ChatGPT indexe mes données personnelles Revolut. Et pourtant, je vais être capable de poser une question dans ma barre de recherche Revolut, de lui parler en langage naturel. Donc comment on résout ce problème? Vous avez peut-être vu déjà encore des sessions aujourd'hui là-dessus ou hier. On fait du RAG. On prend notre question, on l'envoie à notre base de recherche favorite, notre moteur de recherche favori. Bon, moi c'est Elasticsearch, mais je suis biaisé depuis plus de 12 ans. Et on va faire de la recherche vectorielle, de la recherche par terme, combiner les deux, enfin le RRF, tout ce que je vous ai montré tout à l'heure, pourquoi pas. On va récupérer ces informations et on va fabriquer une fenêtre de contexte qu'on va du coup envoyer à notre chat avec un prompt bien fait, où on lui dit, voilà, maintenant, basé sur ma question que j'ai posée initialement et ces réponses que je t'apporte, fabrique-moi une vraie réponse. Et là, il est capable de vous faire ça proprement. Donc, je vais vous montrer ça avec Elastic Playground. Alors, j'ai utilisé, on a réalisé un crawler, un web crawler open, public, qui est disponible. Et hier matin, j'ai indexé les données de la ville de Nantes, la métropole de Nantes, l'espace sortir de la métropole de Nantes, et puis un autre site web qui doit être, je sais pas, sortir à Nantes, quelque chose comme ça, vous devez connaître. Enfin, bon, vous connaissez mieux que moi. Donc j'ai indexé ça. Ah bah, il faut que je me relogue, c'est malin ça. Donc je vais le refaire. J'aurais dû vérifier cette partie-là. Donc hop, je me reconnecte. Donc je suis dans le cloud, c'était pas prévu. Je vais le refaire comme ça, je crois. Voilà. Ok, j'ai un index qui s'appelle Music Search. Un cluster. Et ici, j'ai quelque chose qui s'appelle Playground. C'est ce que je vais utiliser. Donc j'ai déjà connecté mon LLM que j'avais choisi. Je ne me rappelle plus ce que j'ai pris. Ça doit être OpenAI que j'ai mis derrière, qui est connecté. Et donc, je vais essayer de développer une expérience RAG, en fait, avec Elastic. Donc, je vais rajouter mes data sources. J'ai mes deux index. Ah oui, c'était Voyage Nantes, c'est ça l'index. Donc, je vais prendre les deux. Et voilà. C'est ce que je vais utiliser. Et là, je vais pouvoir commencer à lui poser des questions. Oui, c'était OpenAI GPT-3. Je vais prendre la version 4 Turbo, pourquoi pas. Donc ici, c'est un petit peu... Alors, c'est pas mon prompt, c'est une partie du prompt qui est ici. Je vous montrerai le prompt après. Et je peux lui poser une question, alors que faire à Nantes? Donc là, il va interroger Elastic, ce que j'ai indexé avec mon web crawler, uniquement mes données métiers. Et ensuite, il va envoyer les 3 documents que j'ai récupérés et que j'envoie au LLM sous forme de token. Et puis le LLM va me fabriquer des réponses. Donc ils doivent vous parler, je suppose. On peut lui demander quoi? Voyage permanent. Ouais, bon. Très bien, je vais lui poser une autre question. Il n'y avait pas des concerts? Non, pas de concerts. Il proposait, je sais pas. On va voir. Est-ce qu'il y a des concerts à voir pendant les vacances? De là à tout ça. Donc pareil, j'interroge Elastic avec mes recherches vectorielles dont j'ai parlé tout à l'heure. Il me dit oui, ben voilà, si vous avez envie d'idées de sortie, voilà ce que vous a proposé. Dans ces 2 index, il a trouvé des choses qui correspondaient et le LLM a fabriqué du coup une réponse intelligible de tout ça. Je vais lui poser une autre question, qui est Thomas Pesquet. Alors des fois, j'ai des réponses étranges. Parce que là, vous pourriez me dire, mais en fait, le LLM, il indexe, c'est des données publiques de Nantes. Donc, après tout, ça sert à rien ce que tu fais.
Donc si je pose cette question à un LLM, il va vous répondre. Il va vous dire qui est Thomas Pesquet. Voilà. Là, il me répond je ne sais pas. Et c'est normal, parce que dans mon cas d'utilisation, dans la ville de Nantes, probablement, vous ne savez pas qui est Thomas Pesquet. En tout cas, sur les documents que j'ai indexés, ça n'était pas présent. Et c'est exactement ce que je veux. Cette fois, j'ai une vraie réponse métier à cette question. Alors, il y a plein d'options, etc., pour paramétrer tout ça, mais ce qui est sympa... Alors, je peux vous montrer les données, déjà. Data. Non, c'est pas ici. C'était où? Je ne sais plus. Query, peut-être. Ah oui, donc ça, c'est la requête qu'on exécute. Tout à l'heure, je vous ai parlé de RRF, notamment, c'est ce qu'on fait. Là, on fait de l'inférence automatique pour vous, parce que c'est dans la version en cloud, donc j'ai accès à tout. Mais ce qui est sympa, c'est que vous avez ici ViewCode, et dans ViewCode, vous avez un bout de code Python, pour l'instant Python, j'espère qu'un jour il y aura du Java, qui utilise le client Elasticsearch ici. Et vous voyez, on a accès au prompt. Donc ça, c'était ce qu'il y avait tout à l'heure dans ma petite boîte. Vous êtes un assistant pour répondre à des questions particulières. Et puis voilà, nous, on a dit, voilà, si tu ne connais pas la réponse, dis que tu ne sais pas, et n'essaye pas de fabriquer une réponse et compagnie. C'est comme ça qu'on a mis ce prompt. Ça, évidemment, vous pouvez le modifier également. Donc ça, vous faites un copier-coller de ça, vous mettez ça dans un bout de code Python, et ça y est, vous avez votre RAG qui est implémenté, en fait. Et vous avez la même chose avec LangChain Python. Voilà, même style de truc. Hop. Donc vous vous rappelez de ma question tout à l'heure? Combien d'argent j'ai sur mon compte personnel Revolut? J'ai un de mes collègues qui a en fait implémenté une recherche. Donc on fait de la recherche classique par terme ici. Je cherche food and groceries dans mon dataset. Ça donne rien. Je vais passer sur le mode recherche vectorielle, donc recherche KNN, food and groceries. OK. Donc là, ça va me donner des résultats, très bien. Et puis, niveau RAG, je vais passer sur mon assistant, cette partie-là, où je vais lui dire combien j'ai dépensé chez Spar dernièrement, sans doute, c'est ça. Il interroge la base de Elastic. Il va ensuite appeler le LLM qui va fabriquer une réponse en fonction du prompt qu'on lui avait demandé. Donc ça y est, mon problème Revolut, quelque part, est résolu. Donc j'espère maintenant que vous saurez que Elasticsearch est aussi fait pour faire de la recherche sémantique. Et pour moi, ça répond à la question, est-ce que la météorite GPT a tué les moteurs de recherche? Non, on allait passer tout près, c'est vrai. On a eu un petit peu peur à un moment. Mais en fait, non, avec ces besoins métiers qu'on a toujours besoin dans nos systèmes d'information, en réalité, voilà, au contraire, ça a renforcé l'intérêt de faire des bonnes recherches, des recherches propres avec de la recherche vectorielle ou par mots-clés. Est-ce que vous voulez? Vous retrouverez les slides dans le QR code qui est à droite, et il y a un open feedback dans le QR code qui est à gauche, donc n'hésitez pas de me faire vos retours. Merci beaucoup pour votre présence. T'as vu ?